revient pour la gare, là. En 4881, il y a 3080 voyageurs, et en 1886, 5 ans après, il y en a 15 000. Vous voyez, multiplié par 5. Le tonnage expédié donc, pour les papeteries, on passe de 900 tonnes à 5600 tonnes. Donc vous voyez, vous voyez que ils avaient bien fait de souscrire. C'était des bons de 5000 francs à l'époque pour pouvoir... Je vais quand même rappeler une petite chose, c'est que on a eu aussi, alors c'est Claudel, c'est le patron de Méchant à l'époque, qui a créé en 1885 une musique. Il y avait une musique à Docelles. Ils étaient 15, hein, et puis il y avait un très beau kiosque qui était là où il y a maintenant l'ancienne caserne des pompiers. Il y a encore un kiosque là, sur la place de l'Espine. Hein. Donc vous voyez, il y avait une vie, véritablement une vie qui était... et puis, eh bien, malheureusement, hein, cet élan, hein, cette progression, eh bien, il est arrivé ce que vous savez, c'est-à-dire la guerre 14, hein, qui va tout, qui va bloquer pendant un certain temps la vie ici. Alors, pour le papier, d'abord les chiffons. Les premiers papiers, c'est le chiffon. Papeterie ici depuis à peu près 500 ans. Et les Hollandais, qui étaient des très gros consommateurs de papier et importateurs de papier, ils sont arrivés dans cette région. Ils ont racheté les petits moulins et à côté, ils ont construit celui dans lequel on est aujourd'hui. J'ai commencé à travailler avec du chiffon thématiquement il y a une vingtaine d'années, en abandonnant complètement les pâtes qu'on trouve dans le commerce. On arrive à quelque chose qui est exactement, ou à peu de choses près, semblable à ce qu'était le papier au XVIe, au XVIIe siècle. C'est-à-dire que c'est retrouvé avec du papier ancien, neuf. Traditionnellement, on a toujours fait le papier avec du recyclage de linge. Le linge était en lin et en chanvre. C'était évidemment pas dans cet état-là quand ça arrivait à la papeterie. Les gens jetaient pas un tissu qui pouvait servir de torchon. Donc ce qu'on récupère, c'est ce qui est resté dans les armoires. Alors autrefois, une fois que c'était coupé, on le mettait à fermenter. Là, ça a fermenté pendant, ça fait bien 2 mois et demi, 3 mois. Je l'ai arrêté, la fermentation, je l'ai arrosé. On va affiner ça dans ce creux de pile. Et on rajoute de l'eau fraîche là. De mailler d'échiquette le chiffon qui a été fermenté. C'est-à-dire que là, je ne touche pas aux fibres. Bien, on va pouvoir vider, hein. Le travail qu'on fait là, c'est de séparer les fibres les unes des autres. Alors quand on les a bien dispersées dans l'eau, elles restent séparées. Mais dès qu'on égoutte, elles se rapprochent forcément. Et c'est ça qui fait la formation de la feuille. Un grammage, cela va dépendre de 3 choses. La densité, la dilution, donc. La hauteur de la couverte et de mon geste. Il n'y a qu'en Occident qu'on utilise des intercalaires. L'intercalaire est un feutre là. Que quand on met des feutres, on travaille vite, on en empile.
Je descends tranquillement le grammage. Là, je suis en dessous de 60 grammes. Hein. Je suis à 50 grammes au mètre carré, là, à peu près 50-55 grammes. Alors que si je plonge complètement, je vais sortir 100 grammes. Cette forme-là, ce type de tamis, c'est ce qui caractérise le papier occidental. Il est fixé sur le châssis et cousu sur ces supports qu'on appelle les pontuseaux. Chaînette, vergure et les points de couture qui relient la chaînette au pontuseau, tout ça étant extrêmement serré. Un tamis comme ça était capable de faire un peu plus d'1 million de feuilles, à peu près. Il y avait un filigrane dans ce moulin à partir de 1640, par là, qui était un fou, qui est un filigrane hollandais, classique. Bon. Quand j'ai commencé aussi à utiliser les maillets, j'ai voulu caractériser ce papier-là, et donc j'ai mis un fou qui me plaisait beaucoup plus. Le filigrane, ça peut dire le papier, le lieu, le papetier. Après le couchage, on va presser. Alors, oui, c'est bon. C'est bien assez lourd comme ça, hein. Ah. J'ai mis 12 tonnes. Ce feutre, il est élastique, il contient beaucoup d'eau, il absorbe une quantité de pression colossale, là, hein. Après le couchage, nous avons le découchage. On va les represser. La première pressée s'appelle une porce. La pressée sans feutre s'appelle la porce blanche, puisqu'il n'y a pas de feutre. Il faut que ça plie. On fait sécher toutes les feuilles ensemble, traditionnellement, c'est-à-dire en pages. Chaque page est composée normalement de 6 feuilles. Et ça donne une idée de la capacité d'étendage d'un séchoir. Comme elles sont là, elles vont mettre 3-4 jours à sécher. Le mieux, c'est que ça sèche lentement. Ce système-là permet de réguler le séchage. Après, il y a la préparation de la feuille pour qu'on puisse l'utiliser, parce que dans tous les cas, elle est buvard. Donc, si on veut pouvoir écrire dessus avec une plume, par exemple, il faut l'imperméabiliser. On va les mettre dans un bain de gélatine, mais on les colle une par une, ensuite on les réempile, on les represse comme la porce blanche, et après, une fois qu'on a fait ça, il faut ressécher, bien sûr, il n'y a plus que le tri, on empaquette et on distribue. Ce qui caractérise un papier fait de cette façon-là, c'est la longueur des fibres. Quand les fibres sont longues, ça résiste bien au pli, à la déchirure, à la déformation. C'est ce qui lui donne une solidité mécanique. Alors ça, c'est un papier qu'on a fait spécialement pour réparer un décor de scène au Théâtre de la Reine à Versailles. Et on est parti d'un échantillon et on arrive en fin de compte à quelque chose qui est assez proche. Je travaille dans ce moulin avec Didier. Ça, c'est très important. Je suis le maître d'art, mais c'est lui, le maître d'œuvre. Ce qui est intéressant dans cette démarche, c'est qu'on s'aperçoit qu'il y a une corrélation extrêmement étroite entre tous les papiers traditionnels, qu'ils soient japonais, coréens, chinois, arabes ou occidentaux. Ils procèdent tous de la même démarche. Et les chiffons, il y avait des chiffonniers, le terme exact, qui étaient chargés de ramasser les chiffons. Et il y a eu des bagarres terribles, mais des bagarres. Parce que chacun voulait ramener les chiffons les plus beaux, et puis c'était rare. Hein. Alors, pardon si Schneemenil, hein, une nouvelle fois, mais il y a eu des coups d'arquebuse entre Docel et Schneemenil. Hein. Mais il y a prescription. Ah oui, à ce point-là, oui, à ce point-là. C'était des filous, parce qu'ils mettaient des pierres dedans.
Ils étaient payés au poids. Hein, ils mettaient des pierres. Et puis, ils cachaient les chiffons qu'on appelait des pâtes d'ailleurs, hein, les pâtes. Hein, ils cachaient cette couleur dans les blancs. Comme ça, on voyait les blancs d'abord, tout. Alors c'est pour ça que quand on avait fait une scénographie des papeteries il y a quelques années, il y avait des femmes qui triaient tout ça. C'était important, hein, parce que vous ne faites pas le même papier suivant que vous avez du blanc ou du noir. Hein. Et donc, alors là, on est toujours sur la pâte à papier qui est chaque chiffon. Hein. Et puis, vers le milieu du 19e siècle, on apprend à faire du papier avec la pâte à papier, avec du bois râpé. Hein. Donc, c'est là et ça va faire véritablement, ça va donner un plus à l'expansion des papeteries, parce que d'un coup, on a de la pâte à papier. Bon, ça n'a pas été mis au point tout de suite, hein, mais une fois que ça a été mis au point, c'était bon. Alors, s'il y a des gens, simplement une petite information, s'il y a des gens parmi vous qui gardent les vieux livres ou les vieux documents, soyez prudents quand vous en achetez ou que vous en trouvez sur le papier qui a servi entre, en gros, 1880 et 1920-22. Parce que c'est du papier de grande consommation et c'est du papier qui s'oxyde extrêmement facilement. Mais d'un coup, on fabrique beaucoup plus. Hein. C'est pas pour rien que l'imagerie aussi, en même temps se développe. Hein. Parce qu'on peut faire de plus en plus d'albums, alors qu'au départ, c'était assez rare. Hein. Des images finement dessinées de renommée mondiale. Des machines authentiques surgissant des temps anciens et des artisans travaillant comme autrefois. En pénétrant dans ce vieil atelier spinalien, on est tout de suite embarqué quelques siècles en arrière. Un lieu unique, puisque nous avons affaire à la dernière imagerie, non pas de France, mais d'Europe. Détenteurs du secret de fabrication de l'estampe d'Épinal, ces hommes et femmes ont également à leur disposition un trésor capable de les inspirer pour imaginer de futures créations. Un sanctuaire de papier où reposent des milliers de parchemins. Il y a un côté totalement mystique en fait quand on vient ici et moi je pense bien souvent aux personnes qui ont travaillé là il y a plus d'un siècle, qui ont classé ces images, qui ont rangé ces images, qui les ont imprimées, qui leur ont donné vie. Donc on est un petit peu privilégié dans un endroit magique où voilà, on a plein de feuilles de papier autour de nous, mais ce sont des planches rares. Fabienne se passionne pour ces images qui autrefois servaient à diffuser les nouvelles au plus grand nombre. Elle s'intéresse plus particulièrement au savoir-faire exceptionnel qu'elle met en jeu. Tout commence au pied de cette splendide mécanique vieille de 600 ans. Classée monument historique, cette presse Gutenberg est en parfait état de marche. Le principe de fonctionnement, une plaque en bois ou plus robuste en métal, sur laquelle a été gravé un motif permettant de reproduire à l'infini des images de ce chaboté. Donc on va déposer l'encre de façon uniforme sur notre stéréotype pour avoir une belle impression d'image. On referme le plateau. Sous une pression de 500 kg, la plaque lithographique et la feuille de papier ne font plus qu'une. À l'instar d'une décalcomanie, la page vierge est alors tatouée impeccablement. Là, on obtient notre image imprimée en noir. C'est la première étape pour imprimer une image avant de passer à la colorisation. Si l'impression noir et blanc repose sur une technique relativement simple, il en va tout autrement lorsqu'il s'agit de donner de la couleur au chat. Comment opérer? À la main? Impossible. Autrefois, les images populaires étaient produites en série et à moindre coût. Il fallut ruser. La solution? Travailler à l'aide de pochoirs. Ainsi, on peut successivement appliquer du rouge, du bleu et du jaune sur les différentes parties du personnage. Cette jeune artisane a pour mission de confectionner des pochoirs. Pour cela, elle utilise cette machine étonnante que l'on surnomme la pédalette. Donc la lame est fixée avec un système de ressort qui va lui actionner la fine lame de scie au rythme de mes jambes. Et après, je vais guider le pochoir avec les mains pour suivre au plus juste le trait du dessin.
En pédalant, Charlène active la scie pour découper des trous dans la pièce. La jeune femme progresse sans difficulté, pourtant la tâche est rude. Précision, dextérité et concentration sont les maîtres mots pour obtenir un résultat parfait. Sans parler de la patience, compte tenu du nombre de couleurs désirées. On dit une grosse moyenne de 3/4 d'heure de temps de découpe par pochoir. Donc là, il y a 6 couleurs, donc il faudra 6 fois 3/4 d'heure pour le chaboter. Notre pochoir rouge étant terminé, Charlène peut passer le relais à Françoise, la doyenne de l'atelier. Elle va pouvoir appliquer la dernière couleur à cette image. Mais avant, elle doit s'assurer que sa peinture ne glissera pas malencontreusement partout sur le papier, et pour cela, elle a une astuce plutôt originale. Par mesure de précaution, un petit peu de gras de lard à l'envers du pochoir, parce que les couleurs fortes, ça a plus tendance à baver. Françoise peut désormais réaliser sa mission sans crainte de saboter son ouvrage. Ici, je mets de la gouache sur la pierre. J'en imprègne les poils de la brosse, qu'on appelle pochon aussi. Et ensuite, je vais passer la couleur à travers les découpes du pochoir avec un geste rotatif, que la couleur soit bien étalée partout. Voilà, mon chaboté est terminé. Dans sa vie, Françoise a mis en couleur des milliers d'estampes. Pourtant, sa passion pour son métier est demeurée intacte depuis ses débuts. De mettre toutes les couleurs les unes après les autres, c'est vraiment un plaisir parce que c'est vraiment mon premier travail que j'ai fait ici. Et ça a fait 41 ans au mois de juillet que je suis là. Et l'imagerie a de beaux jours devant elle, car elle attire également des amateurs de techniques anciennes. Gilles est fasciné par les pierres lithographiques. Et dès qu'il le peut, il vient tirer quelques exemplaires de ses images préférées à partir de modèles finement gravés dans la roche. Celle-là est parfaite. Bon ancrage, chouette, très belle image. C'est que du bonheur, moi, de revenir là pour refaire vivre des pierres qui ont plus d'un siècle. C'est magique. Je reviens toujours au même mot, magique. Et la magie pour Gilles, ça passe aussi par la transmission de son savoir aux jeunes générations. L'assurance de préserver intact ce savoir-faire made in Épinal. Et puis l'asile, c'est pas du tout au sens d'aujourd'hui, l'asile. C'était plutôt ce qu'on appellerait maintenant, même pas la maternelle, c'est avant encore. Hein. Donc, et en plus, c'était les sœurs qui s'en occupaient. C'était pas du tout... le bâtiment était mis à disposition des sœurs, mais c'était elles qui le suivaient. Ce que j'ai dit tout à l'heure, au niveau de la santé, on avait à ce moment-là, on n'a pas de médecin sur Docelles, mais on a des médecins sur Bruyères. Hein. Et puis, c'est les sœurs qui font ensuite les premiers moyens. Alors, il faut quand même comprendre une chose, c'est qu'on est là dans les années entre 1850 et 1900, moyenne d'âge, c'est 40 ans, hein, moyenne de vie. Hein. Vous voyez, quand je parlais tout à l'heure des enfants de cœur, comme c'était comme maintenant à la Pâque, on passait terre-été. La terrette. Alors, justement, vous savez ce que c'est, ça? C'est mon carnet de 1960. Oui, mais j'ai tout gardé, moi. La communion 59, je l'ai dessus, hein, 59. Mais là, vous voyez, alors, j'ai regardé s'il n'y a pas des familles, là, parce que j'avais noté, alors, chez les Leroy, ils avaient donné 50 francs. Chez les Grand Didier, 250 francs. Chez Tachet, 200 francs. Chez Fadi, 9 œufs. Chez Végel, 12 œufs, etc., etc. Donc, c'était assez amusant, parce que... Mais j'ai tout gardé, hein. J'ai tout gardé. J'ai même les équipes qui avaient terreté, hein. Tu vois, le vendredi saint à 12h, le village c'était Bérouot, la rue Chaude c'était moi, la rue de la Gare c'était Jean-Claude Clément, et les fermes c'était Jean-Claude Coin. Oui, mais c'est marqué là. C'est marqué. Mais c'était crevant, hein. Comment? Les sœurs, elles faisaient le patronage. Oui, le patronage, oui, c'est ce que oui. On apprenait à coudre, à raccommoder, à tricoter, tout ça. Oui. Moi, j'ai appris à faire des chaussettes avec les sœurs. Ah bah c'est bien. Eh ben, oui. J'ai oublié une chose quand je te vois avec tes dos, et puis Jean aussi,
La Sainte Enfance à l'époque, c'était quand même une fête extrêmement importante. Alors c'était avec des petits Chinois, tu y as été, toi, et puis Jean aussi, vous êtes, hein, toi tu y as été aussi, hein, déguisé. C'était pour rappeler les missions qu'il y avait beaucoup en Chine à l'époque là. Et à la place de pain béni, c'était de la brioche. Et c'était offert par les boulangers, oui. Ah oui. Alors, si je reviens sur ce qu'on a vu, ce qu'on a fait, il y a la guerre. Hein. Juste avant la guerre, il y a 1000 habitants ici. Hein. On se remet doucement des lois de séparation de l'Église et de l'État. Hein. Alors, il faut voir dans les bulletins paroissiaux de l'époque, le curé de l'époque, il y va, il tire. Hein. Hein, ça serait maintenant, il aurait des ennuis. Hein. Mais alors là, il se laisse. Hein. Il y a eu aussi, malheureusement, et ça me fait penser à une discussion qu'on a eue à Alain une fois, il y a eu des crimes crapuleux et sordides. Tu m'as dit une fois, Dossel, c'est un village qui a été dur. Hein, il y a pas mal de... Il y a eu pas mal de sales coups. Hein, alors, Villemain, du Saucy. Oui, mais ici, si tu veux, le fait que... Bon, on n'a jamais su qui avait fait le coup, là. Hein, mais comme ils étaient payés en liquide, les ouvriers... Hein, voilà, hein. Puis bon, il arrivait pas mal. Hein. Il y a les rouliers, et puis il y a tout un trafic qui se fait maintenant, hein, avec le chemin de fer. Hein. Il y a la raperie, alors elle sera lancée d'ailleurs par François Monté, la raperie. Hein. Il y a alors les mauvaises langues, hein, je dis bien les mauvaises langues, et je ne partage pas du tout, disent que les rouliers qui venaient de Tendon pour amener le granit et puis le bois, hein, heureusement que les chevaux connaissaient le chemin pour remonter, parce que il y avait de la grande fatigue. Mais c'est les mauvaises langues. Hein. Il y avait des bistrots partout. Hein. Il y avait des bistrots partout. On va revenir sur les bistrots. Et puis, on a installé l'électricité à Dossel. Hein. Il y avait un allumeur de réverbère à l'époque, hein, qui s'appelait M. Reboucher, et qui a été remplacé par M. Joigny. Hein. Et il y avait une grosse cuve à goudron derrière la gare, là-bas, d'où on tirait le gaz, hein, propre à l'éclairage des rues. Et le premier éclairage, il s'est mis sur le pont, là-bas. Hein. Bon, je ne vais pas tout développer, parce qu'on en aurait pour un bon bout de temps. Simplement, à l'époque, je reviens sur un petit peu, pour que vous ayez une idée de tout ce qu'il y avait à l'époque. Hein. Alors, je l'ai mis sur les perles, je l'ai mis en mémoire de ma tante Albine, qui a été échantillonneuse chez Morio. Il y avait les perleurs, les brodeurs, hein. La confection de couronnes en perles très fines. Alors, ce n'est pas des perles comme vous pouvez penser aujourd'hui. C'est des perles très plates ou longues, hein, pour ornementer les corsages, hein, les robes. Et j'ai une lettre que j'aurais dû amener d'ailleurs, d'un ancien combattant américain qui m'a écrit dans les fin des années 60. Et il avait ramené un corsage avec les perlés de Dossel, le 52e régiment d'infanterie quand ils étaient ici. Alors il y avait Colin, hein, les broderies perlées Colin-Voigny. Malheureusement, les 3 fils sont morts à la guerre. Hein. Muriot, hein, à côté, là, Muriot, hein, qui était perleur et bonnetier. Il y avait Rémy, rue des Fermes, où habitait Madame Thirier. Hein. Il avait, alors je vous laisserai chercher pourquoi. Le surnom, c'était La Trousse. Hein, c'est ça. Je chercherai pourquoi. Madame Voyot aussi, hein, qu'on a connue. Et puis, il y avait énormément de femmes qui travaillaient dans le coin, hein, sur les perles. Parce que c'était ça venait de Lunéville. Hein, il y avait des marchands qui passaient, qui leur donnaient le boulot, et puis après, ils venaient rechercher le travail. Hein. Et puis, il y avait de la broderie, ce qu'on appelle la broderie blanche. Donc, il y a une broderie toute simple. Hein. Alors bon, je l'avais noté, mais ça c'est... on poussait la perle par en dessous, enfin c'est technique ça. Hein. Il y avait des cabochons qui étaient sur les paillettes, difficiles à poser. Hein. Il fallait... on travaillait pour une idée. Hein. Elle travaillait 8 à 9 heures quotidiennes, hein, pour 9 francs par semaine, 6 jours sur 7. Pour vous donner une idée, le pain valait 12 sous les 4 livres. Hein. Et bon, voilà. Donc c'est Jules Collin, hein, qu'on connaît bien, hein, c'était les commerces. Alors là, on va y aller. Hein. Alors là, le café. Il y avait le café Marshall. Et je me souviens encore d'avoir vu les inscriptions Marshall dessus. Hein. Oui.
Il y avait le cheval blanc chez Denet, le boulanger. Il y avait le café Gremillet chez Colson. Il y avait le café Michel aux Capucines, qui n'existe plus maintenant. Il a été démonté. Et alors, la légende, hein, parce qu'on n'a jamais su exactement, quand il a été démonté, la légende veut qu'on ait retrouvé 2 squelettes dans la cave. Sous un escalier. Le café de la Vologne, ça s'appelait le café des riches. Alors, bon. Ah bon, oui. Hein. Chez Jean Roy, le boulanger. Boudol. Et Madame Boudol a été longtemps la plus vieille tenancière des cafés dans les Vosges, puisqu'elle a arrêté à 88 ans. Hein. Celui de l'hôtel de la Poste, au Moncé, hein, où il y a un mar, là, maintenant, hein, qui faisait café et épicerie. Hein. Le café Vino, c'était où habitait là-bas Marco Monté. Hein. Et puis aux bons amis, chez les demoiselles Collin, qui fonctionnaient surtout les jours de foire au cochon, place du Paquet. Donc vous voyez, ça en fait quand même. Et puis il y en avait un aussi au Cité, là-haut. Il y avait, alors, vous voyez, on faisait tout, c'était tout de l'autarcie. Hein. Il y avait des modistes et des tailleurs. Hein. Hein, on faisait tout sur place. Hein. Les gens allaient rarement à Bruyères ou à Épinal. Hein. Il n'y avait pas de. Et puis les foires étaient prospères. Hein. Même nous, quand on était gamins, il faut voir le monde qu'il y avait à la foire le lundi. Hein. Hein. Il y avait des modistes, les demoiselles Breuil, qui faisaient en même temps un magasin de mercerie. Vous voyez, tout s'enchaîne. Les demoiselles Blaise, c'est où habite maintenant, pas Ahmed, son frère. Il y avait Alice Didier, rue du Tertre. Il y avait une modiste non identifiée qui était juste en face au canal, là-bas. Il y avait Marie Camasson. Vous l'avez connue, Marie Camasson. Alors Marie Camasson, elle avait créé un style très particulier. Elle faisait tous les bas de robe de la même façon, tous. Hein. Mais c'était le haut qu'elle changeait. Non, mais c'était du boulot à l'époque, hein, parce que c'était tout à la main, tricoté et tout. Hein. Ah, vous l'avez connu, Marie Camasson. Hein. Il y avait aussi un couturier sur la place de l'église, il y avait Chopeau. Oui. Il y avait aussi Baptiste Riva, à l'emplacement de la salle des fêtes, disparue, c'est-à-dire la salle des fêtes qu'il y avait derrière chez Amar, là-bas, la salle Huc. Oui. Hein. Alors vous voyez, là, il y a de quoi faire. Hein. Il y a de quoi faire, hein. Les magasins, 3 bouchers, 2 boulangers, un cacailler, un marchand de vin, l'épicier Parisot, moulu, pas moulu. Hein, ça me dit quelque chose, ça, moulu, pas moulu. Hein. Il tenait le caïfa, le fameux caïfa avec la charrette. Hein. Les docks bleus, les docks rouges, suivant la couleur de l'enseigne. Les négociants bestiaux, donc il y avait Pierron, Broquet, Michel et puis Bagel. Un fromager, un marchand de vélo, Léonard, où il n'y avait plus Néjoul, vélo à jantes en bois. Hein. Il était ferblantier, mais vendait des bonbons et des cacahuètes. Et les enfants de ces années, j'ai noté, déjà malins profitaient de la cécité de Madame Léonard pour lui refiler des faux sous en bronze. Il y a prescription. Pour acheter des bonbons. Les pièces trouvées de 5 centimes, 10 centimes, 20 centimes. Et qui seront pour partie en nickel durant la guerre. Hein. Il y avait des artisans, il y avait un bourrelier, Chassel. Il a sorti une phrase historique, Chassel. Tu veux vraiment entendre ? Oui. 2 points, ouvrez les guillemets, les femmes, c'est la misère. Non, il ne s'est pas marié, non, mais il a été, avec sa philosophie, il a été jusqu'au bout. Hein. Il y avait un coiffeur Poirot en... Oui, Léon Chassel, oui, Léon Chassel. Il y avait des cordonniers, hein. Il y avait des cordonniers. Un charron, un maréchal Ferrand, 2 maréchals Ferrand, un mécanicien, le marquis qui était spécialisé dans les roues à eau, bien entendu, les grosses mécaniques, un tonnelier, Bailly, qui était le chantre de la paroisse, d'ailleurs. Il y avait la féculerie aux fermes chez M. Thirier. Il y avait une scierie à la Patience qui fonctionnait avec l'étang qui est au-dessus, chez toi, là. Hein. Le menuisier, il y avait Joseph Gérard dans l'atelier flambant au début de la guerre. Hein. Il y avait un menuisier fossoyeur Didier. Il y avait un entrepreneur en maçonnerie Le Coinet, la maison Grisval maintenant. Récupérateur, il y avait le chiffonnier La Hache, rue du Moncé, maison Claudel. Il y avait un peintre Clipfel, rue du Moncé.
un plâtrier maçon rue du Moncey qui sera aussi mobilisé, et un serrurier Marotel. Là, je vais faire un tout petit truc, c'est que, vous voyez, on parle de tous ces artisans-là. Mon voisin qui a racheté la maison de François Chanel un après-midi m'appelle, il me dit, venez voir, monsieur Tarantola, il y a quelque chose qui va vous intéresser. Et sur un mur, il avait détapissé, et on voit donc les noms de Klipfel, de notre grand-oncle et oncle Valentin Tarantola, maçon, et Le Coinet, maçon, etc., qui avaient tous écrit et qui certifiaient que la maison avait été faite suivant les règles. Ouais. Et ça vous prend d'un coup, 90 ans après, même plus, 100 ans, vous dites, c'est pas loin finalement. Hein. Et vous voyez l'artisanat, ce qu'il voulait, hein, ce qu'il voulait. Hein. Les cultivateurs, et donc il y en a encore beaucoup, hein, mais il y a beaucoup de gens qui ont une ou deux vaches. Hein. Bon, à la rue Chaude, il y a Daniel Roux qui a Thirier. Hein. Thirier, c'est mon arrière-grand-père, hein, qui exploitait une ferme à la Maison François. Et là-haut, il y a Riva, Gremillet, Mougenel, François, Colnel, Bressner, Jean Riva, Le Coinet et Hérold. Vous voyez, il y en avait. Hein. Il y avait vraiment énorme. Les fermes méritaient bien leur nom. Hein. Les écoles, j'en ai parlé rapidement. La déclaration de guerre, elle coïncide avec les vacances scolaires. Hein. Il y avait un fer Blantier aussi. Comment? Il y avait un fer Blantier, quand vous êtes Batte. Après. Oui, Batte, oui, il est arrivé, oui, mais oui, après 14. Hein. Mais il était arrivé, lui, c'était avec Joseph Batte et puis Fifine, Joséphine. Hein. Et puis, oui. Et puis elle était petite bonne femme, mais quand elle cherchait le Joseph. Hein, bon. Et puis il y avait un élevage de petites poules. Hein, c'était marrant, hein, c'était marrant. Bon, les institutrices de l'époque, c'est Mademoiselle Marchal. Hein, bon, ça, on l'avait déjà vu. Les mœurs se sont rudes, un mauvais élève à droit au coin, mais aussi au pain sec et à l'eau dans le cachot. Donc le cachot qui est sous l'asile, et qui était gardé par Léonie Vinaud. Hein, et puis dans lequel les gendarmes enfermaient, je reviens, les paletots ou les traînards. Hein. Et le bâtiment est devenu la maternelle. C'est un don qui a été fait en 1855 par Madame Brocard. Le maire, bon, c'était Bertin. Hein. Le maire, c'était Bertin. Qui avait, bon, il a été remplacé pendant la guerre par Jules Paris. Hein, par Jules Paris. Et puis vous aviez encore, vous voyez, c'était vraiment très très riche. C'est pour ça que je me suis arrêté là-dessus. Une sage-femme, Madame Soula. Hein. Elle a fait plus de 3000 accouchements quand même. Hein. Elle habitait près de la mer Rail, là-bas. Hein. Oui. Et il y avait son mari, le fameux Henri Soula. Alors lui, c'était la belle vie. Lui. C'était le poète. Il gardait les chèvres. Il avait fait un petit enclos pas loin de chez nous, là, où Gilbert a fait sa maison. Il amenait ses chèvres, là. Et l'après-midi, on allait voir, il jouait du pipeau. Hein. Oui, c'était un personnage. Hein. Il jouait du pipeau, c'était... Il travaillait... Ben, c'est-à-dire qu'il n'y avait pas eu de rencontre entre les deux. Il n'y avait pas eu de rencontre entre les deux. Hein. Et puis il avait fait, tu te rappelles, il avait fait un musée. Oui. Le musée du Père Soula. Alors c'était une cabane dans laquelle il avait voulu représenter Paris. Oui, oui. Et il y avait un petit ascenseur électrique qui marchait. Hein, hein. C'était un personnage, quoi. Hein. C'était un personnage. Il servait avec son boulet. Oui. Et puis ils sont morts d'une drôle de façon parce qu'il y a eu le feu chez eux le jeudi. Hein. À 24 heures. Oui. Ils sont morts tous les deux quasiment en même temps. Il y avait le garde champêtre qui était important, hein, c'était Jules Claudon. Il y avait même un percepteur, M. Gallois. Le docteur, M. Saussure. Ouais. Comment? Il y avait déjà. Oui. Ah, oui. Il y avait un agent d'assurance, je l'ai noté parce que c'était l'assurance Phoenix, c'était M. Vinaud. Et il s'était fait remarquer en chassant les sœurs quand il y avait eu la séparation de l'Église et de l'État. Et c'est pour ça que pendant longtemps, le couvent ne voulait plus donner de sœur à Docel. Hein. La première qui est revenue, c'est sœur Anne-Joseph. Hein. Et puis il y avait en restant le Réau du Sceau, puis l'ancienne salle de catéchisme. Les journaux, c'est étonnant le nombre de journaux qu'il y avait à Docel à cette époque-là.
j'ai déjà dit, je ne sais plus à qui hier, là, il y avait au moins une bonne douzaine de titres différents. Oui. Et puis le facteur, c'était Châtelain, puis il y a eu Clément aussi. Les papetiers, bon, j'en ai parlé beaucoup, hein, mais on va quand même dire comment on les appelait dans le temps. Hein. Le dicton, c'était « ficelle comme un papetier de Docelle ». Hein. Puis les autres métiers, donc vous aviez les ségards, hein, les scieurs, carriers, chaudonniers, jardiniers, rentiers. Il y avait 2 rentiers. Tout, hein, pour faire un monde. Voilà, donc vous avez une idée de ce qui se passait en 1900, entre les 2 guerres. Hein, le développement va se poursuivre. Hein. Il y a le trafic vers la gare était intense et les commerces prennent de l'expansion. Hein. Alors si on peut noter, depuis 1930, en gros, il y avait les granitiers, Rossi et Rota. Alors ils étaient près de la barrière là-haut. Hein. Alors si vous passez, vous verrez, il y a encore des morceaux de granit par terre. Il y avait le garage Voirin, avec la vieille pompe. Il y avait encore la pompe, vous savez, où on voyait les niveaux de carburant qui bougent dedans. Les bureaux de tabac, donc avec ton papa, entre autres, hein, qui nous faisait peur quand il arrivait, parce que le pauvre vieux qui avait laissé sa jambe en 1918 sur le front. Hein, ça, je ne l'ai pas dit tout à l'heure, mais il y a eu aussi ceux qui sont revenus mal de la guerre. Hein. Les garages Renault, il y a eu Archicréa, conseil d'architecture, c'est tout, c'est pas dans l'ordre. Hein. Il y a eu un institut de beauté, il n'a pas marché longtemps, mais sur Docelle, c'était pas la peine d'avoir un institut de beauté. On est bien d'accord. Bon. Il y avait l'épicerie du centre, qui n'a pas duré longtemps. Ça, on avait dit que c'était à partir du moment où il y avait à Pouxeux, il y avait le Super U, faire un commerce ici, c'était plus la peine. Hein. C'était plus la peine. Il y a eu un photographe animalier, il n'y a pas longtemps, il y a eu CFA Auto. Alors Chauffel, alors les appareils ménagers, mais aussi les installations de télévision, les premières. Et si vous ne savez pas ce que c'est que de se promener avec un main au bout du jardin pour voir comment c'est l'image. Hein. Et tout ça pour avoir la mire pendant 12 heures, rien pendant à peu près, puis 3 heures de télévision. Quoi. Et les télévisions étaient faites à Saint-Nabord. Hein. C'est ça qui est intéressant, vraiment du coin. C'était énorme, parce que c'était avec des lampes. Hein. Il y avait la chaux pour le vin. Hein. Alors, un autre commerce aussi important, oui, c'est vraiment décousu. Hein. C'est Baof. Hein. Baof, qui a ouvert vers 1918-1919. Il avait commencé derrière chez Muriot, là, chez Didier Laurent. Il a été chez Toussaint, là-bas, en dessous. Et puis après, donc, il est allé là-bas à la gare. Hein. Et il faisait des chaussettes et des bas tricotés, lui. Hein. C'était beaucoup de femmes, et ça a été fini en 1949. Il y a eu un magasin éphémère, place du Tertre, Jabille, où il y a eu après un petit restaurant, d'ailleurs. En menuisier, il y a eu Georges Armand. Alors, une coiffeuse que j'ai retrouvée, qui avait un salon, le salon Marie-France, dans la rue du Moncey. Oui. Hein, rue de... Comment? Et j'ai retrouvé un petit calendrier. Oui. Oui. Un petit calendrier. Le salon Marie-France. Il y avait un autre coiffeur et libraire chez Razaleuil, le père Jobert, avec... Comment? La Grande Jeanne, hein, j'ai noté Grande Jeanne. Hein, mais c'est formidable parce que dans un village comme nous, il rasait tout, etc. Il y avait des journaux, il faisait les journaux, mais il y avait tous les livres aussi. La collection, par exemple, la bibliothèque verte et tout ça, qui étaient des livres de James Olivier Curwood, etc. Tout ça, c'était dedans. On les trouvait, là. C'était quand même... quand je dis que c'était vraiment serré, on avait tout. Hein. Le maréchal Ferrand, c'était Marco Monté. Hein. Son fils, après, a repris pour faire des machines à laver. Le Ferblantier Lelier, hein, qui a remplacé Douvier. Alors, je vais vous en donner une pour ça, Douvier. Hein, parce que c'est sérieux, tout ça. Mon père avait un vélo. Il travaillait à l'ANA. Quand il travaillait à l'ANA, il avait un vélo qui n'avait pas de frein. Tu te rappelles, Jean, hein? Bon. Il n'y avait pas de frein. Et alors,
quand il quitte, il était midi moins 5, Madame Houot, qui habitait là-bas, disait « Rentrez les enfants, il y a Georges qui va passer. » Jean, je mens pas, hein. Qu'est-ce qui est arrivé? Parce qu'il y avait bien quelque chose qui devait arriver. Un jour, Madame Douvier est allée vider son seau beaucoup plus tard que d'habitude. Que croyez-vous qu'il arriva? Ça fut le seau qui chuta. C'est beau ça. Hein, oui, alors il paraît qu'il y avait tout au milieu comme ça. Il y avait Madame Douvier, qui avait le vélo, il y avait papa, il y avait puis le reste du seau. Bon, il y a une fois aussi, il n'a pas pu tourner non plus, donc il est allé tout droit, il est allé jusqu'à la Sanale, là, et il s'est pété il y avait des éventails, des étaux d'arrière devant, hein. Bon, il est rentré dedans. Bon. Et puis une fois chez la Rose, là-bas. Ah oui, oui, mais c'était la terreur, hein. Il y a eu Carlest, et puis le successeur, il y a eu un menuisier ébéniste, Pierre Mangin, hein. Et ensuite il y a eu le boucher Mauclair, il y a eu papa comme artisan maçon, il y a eu des fromagers, Cunin et puis Artus. Il y a eu un conseil vert, c'est Jardy Conseil. Il y a eu un service à Spédum. Il y a eu le restaurant Place du Tertre. Et puis en peintre, il y a eu Conroux et le Vaudel. Et puis il y a eu les dentistes. Donc vous voyez, il s'est passé beaucoup de choses entre les deux, les deux guerres. Hein. On arrive à la guerre, 39-45. Bon, on a l'exode en 40. Hein. Et il y a beaucoup de gens de Docelles qui se retrouvent en Aveyron. Il y a des combats sur le pont, là-bas. Hein. Il y a une pièce d'artillerie qui est passée là-bas. Donc il y a eu quelques combats sur Docelles. Hein. Il y a eu plusieurs morts, d'ailleurs, le clocher qui est détruit, mais qui sera refait pendant la Deuxième Guerre. Et il y a eu des prisonniers de guerre. Hein. Il y a eu 45 Docellois qui ont été prisonniers de guerre. Le plus âgé, c'est M. Danty, le boulanger, qui était né en 96. Hein. Donc il avait déjà été prisonnier à la Première Guerre, lui il se retrouve encore prisonnier à la Deuxième. Et le dernier qui est rentré, c'est Jean Grumier, qui est rentré le 27 juillet 1945. C'était le dernier à rentrer, lui. On m'a dit, je ne suis pas sûr, qu'il y avait en résistance, on en a parlé déjà avec quelques-uns ici, le commandant Roland, au-dessus de la poste. Bon. Et puis il y en avait un qui, quand il y avait des affiches de l'État de patiniste qui étaient affichées à la mairie et tout, il y avait un gars d'Épinal qui passait ses nuits en vélo à aller arracher les affiches. Bon, Roland, je ne sais pas sûr. Oui, c'était pas non. C'était Culot. Oui, mais le nom de résistance, ça. C'était Culot, non, mais le nom de résistance, c'est Roland. C'était vraiment Roland. Oui. Oui, mais, commandant Roland. Oui, mais son nom. Ah, son vrai nom, oui. C'est Culot. Culot, oui. Ouais, Culot. Ah, oui. Il y a eu... la commandature, elle était chez Madame Laroche-Joubert. Les postes de radio ont été confisqués. On a eu, bien entendu, un milicien aussi. Il y a un milicien qui a été condamné et qui a été interdit de séjour. Oui. Il y a eu des amours aussi, un peu, qui se sont contrariés et concrétisés. Hein, il y a eu des mariages mixtes après la guerre. Hein. Il y a eu aussi, moi je trouve difficile, il y a eu aussi malheureusement des femmes tendues. Hein. Quand il y a eu la libération, donc il y a eu les ponts qui ont sauté, les bombardements, donc la mort de Martine Lécole, hein, on en a déjà parlé dans d'autres cas. Les ponts qui sautent, je vous l'ai dit. Hein. Les prisonniers allemands à Bréchamp, après. Hein. Il a fallu. Alors, là, il y a la réfection des ponts. Vous savez, les ponts étaient réputés pour. Quand on les faisait, c'était à peu près le seul moyen pour pouvoir passer d'une rive à une autre. Hein. Et pour empêcher les armées de passer, on les faisait sauter. Donc, on a fait sauter les ponts. Les Allemands ont fait sauter les ponts à Docelles. Et dans les ponts, il y avait des niches qu'on appelait les niches pour les mines. C'est-à-dire, c'était prévu, en cas où il fallait, qu'on puisse mettre les charges de mines pour les faire sauter. Et il y en a une qui n'a pas sauté, parce qu'elle ne pouvait pas sauter, ce n'était pas des explosifs qu'il y avait dedans. C'était une grosse bonbonne de rhum.
Et c'était les ouvriers de chez Medina qui travaillaient là. Et on dit qu'ils n'avaient jamais bu du rhum aussi bon. C'est une bonne cave, hein? Comment? Oh, c'est des petites histoires, mais bon, ça vous prouve aussi ce que c'était que la guerre. Les papeteries ont continué à tourner. Hein. Faut pas oublier que l'ANA faisait le papier pour Pétain. Hein. Faisait le papier pour Pétain. Hein. Voilà, en gros, sur la guerre 39-45. Bon, après, vous connaissez beaucoup. Je vais refaire un petit. Depuis, hein, il y a eu une lente dégradation du tissu commercial, hein, avec l'incidence des grandes surfaces, hein, peu à peu. Et puis les facilités pour l'automobile qui est arrivée. Ah oui, au début 14, il y a 3 automobiles à Docelles. Hein. La fermeture des papeteries, vous le savez, hein, ça, bon. Hélas, oui. Alors, il y a eu la guerre. Alors, il y a eu les différentes guerres coloniales. Hein, l'Indochine, on a eu un cousin qui était là-bas, hein, Babel, Bello qui a été tué là-bas. Hein. Il y a eu l'Afrique du Nord. Alors en 54, ce qui m'étonne, c'est, je reviens sur l'Indochine, c'est que je me rappelle du jour où Dien Bien Phu est tombé. Pourtant j'étais gamin. J'étais chez Prosper Baof. Et Prosper Baof, alors c'est un homme qui a vécu jusqu'à l'âge de 94 ans à l'époque. Hein. C'était quand même quelque chose de rare. Et il me dit, j'étais gamin, il s'est mis à pleurer, il me dit, c'est après que j'ai compris, il me dit, c'est fini en Indochine. Voilà, et je me souviens de ça encore. Bon, on a eu l'Afrique du Nord, hein, bon c'est pareil, en 54, on n'y comprend pas grand-chose, hein, on dit à la guerre là-bas, bon. Hein. Simplement, on a retrouvé ça après, quand ils ont ramené les premiers cercueils, hein, notamment... J'étais enfant de cœur quand on a été accueillir le cercueil du sous-lieutenant Muriot. Hein. On a reçu après, donc, on a accueilli dès 62 les rapatriés d'Algérie, hein, qui se sont très bien fondus, travaillant dans les papeteries et tout. Hein. Hein, tout à fait, il n'y a pas eu de souci. Un village qui a reçu aussi des communautés turques, beaucoup plus tard, qui travaillent dans les papeteries. Un village qui transforme sa physionomie avec les différents lotissements. Hein. Un village, mais malheureusement, qui s'est malheureusement ou bien contourné la circulation en abandonnant le centre. Hein. Donc ça veut dire que ça a été aussi un coup de grâce pour les commerces. Hein. On a perdu nos banques, on a perdu notre perception, donc c'est quelque chose qu'on déplore énormément. Il y a eu, alors, je l'ai simplement noté, puis on s'arrêtera là-dessus, je ne s'arrêtera pas, un village marqué par une ténébreuse affaire. Henri et moi, on le savons très bien, parce qu'on nous a s'emmerdé avec ça. Il n'y a pas d'autre terme. Et puis, donc, un peu la fermeture des fontaines. Hein. Voilà. On va parler, là, si vous parlez bien, la vie sportive qu'on a eue aussi. Hein. On a eu Bédel et Riva. Hein. Alors, les Bédel et Riva, et puis Sylviane Demangeon, championne de Lorraine, inscrite à Chéménil. Hein. Elle a couru avec Josiane Bédel, la fille de Nénès, champion de France. Jean Riva, champion des Vosges, courait avec Jean Rollo et René Daniel. Ils se sont entraînés avec Mimoun. Ils se sont entraînés avec Mimoun dans la forêt de Tanière. Ils étaient allés l'attendre à la gare. Hein, et ça, c'est resté pour eux un service. Et je me souviens, alors, on est allé le dimanche après-midi là-bas, au stade, à Chéménil, et on a vu courir Mimoun. On était mômes, hein. On était mômes, hein. Il y a eu l'équipe féminine de seniors de celle qui a été championne de Lorraine par équipe, avec Jeanne Nourdin. Le dernier, il reste Roland Ray, encore de l'époque, hein. Max Villet est décédé, Georges Battet aussi, et ils s'entraînaient avec Boel. Hein. Bon, on a eu, comme vous avez connu, il y avait du volleyball à l'école, hein. On a fait partie de l'équipe, Jean. Vous avez... Ah non, pas toi, tu n'y as pas été, toi. C'est Robert qui est allé. C'est Robert, le volleyball, oui. Il y a eu le CAPS, hein, qui faisait des crosses, le fameux semi-marathon. Bon, je salue Jean-Patrick Grandmougin, qui était le président, et qui avait fait quand même le marathon des sables, hein, c'est quand même important. Les loisirs, c'est bien beau de parler de tout ce qui est... Alors, il y avait les bibliothèques, hein, l'école, la cure, les commerces. Il y avait beaucoup de jeunes, écrits.
Il y avait les jeux de cartes hein, après la messe, alors ça c'était... Mais ceux qui allaient chez Boudol, ils n'allaient pas chez Grandmillet, puis ceux qui allaient chez Grandmillet n'allaient pas chez Chauffel. Hein. Chacun avait véritablement, après la messe, sa chapelle personnelle. Hein. Il y avait les jeux de quilles. Alors les jeux de quilles, c'était le grand jeu. Hein, ça. Nous, on a eu, parce que dans les bistrots, chez moi, il y avait un café qui a été ouvert en 1939. C'est le Café du Bourg, et qui a été fermé en 1947. Et il s'est fermé parce que c'est ma grand-mère qui a plus voulu, parce qu'un dimanche, un gars du Roulier a perdu sa charrue, sa charrette et une paire de bœufs. Vous imaginez ce que ça veut dire? Et elle a dit, ça y est, hein, c'est fini. C'était fini. Hein? C'est ça, oui. Mais d'ailleurs, vous voyez, quand il n'avait plus d'argent, quand on regarde l'Anser, enfin on ne voit pas comme ça, mais l'Anser, c'est une foultitude de petits propriétaires. Il y en a partout. Ah ben, ils se faisaient des bouts de papier, ils se donnaient un quart du terrain là, voilà, et puis ils leur jouaient au quilles. Ah, il y avait chez Grandmillet qui était connu, hein, le jeu de quilles de chez Grandmillet, hein, un des plus difficiles d'ailleurs du coin, parce qu'il tournait. Il tournait. Hein. Et puis nous, les gosses, on allait requiller, hein, ça faisait des sous. Hein. Il y a eu les théâtres. Hein. En 1922, il y a le théâtre qui a été fait dans le sein de l'église de l'ANA. Hein. Ça a été fait pour... c'était un truc sur Jeanne d'Arc. Hein. Et ça a été fait pour participer à l'édification du monument aux morts. Hein. Après, il y a encore eu des troupes locales, les pompiers, les écoles aussi ont fait des théâtres dans les années 50. Hein. Et tout ça se passait là-haut à la salle du Haut-du-Sault. Il y a eu le théâtre Berthier-Riga, hein, qui était un théâtre ambulant, qui venait sur la place de l'Espine. Hein. Le cinéma. Alors, le premier cinéma, ça a été avec les soldats à la fin de la guerre 14, dans le jardin de chez Bégel, en face de chez toi, Jean. Il y avait une maison d'Adrian, là. Et il passait des films pour les soldats, en 18. Hein. Et puis il y a eu la salle du curé, là-haut, la salle du Haut-du-Sault. Alors on se rappelle de Michel Marotel, hein, Christian Bourrion, Mademoiselle Antoine. Hein. Alors il y avait toujours, d'une manière invariable, il y avait un documentaire. Après, il y avait la promotion, c'était la publicité, c'est Jean Mineur. Vous savez, c'était un petit mineur avec un chapeau de mineur et qui balançait un pic, qui tapait dans une... Hein. Avec Balzac 0001. Jean Mineur, publicité, 79 Champs-Élysées, Paris. C'était pas cher, hein, le cinéma. Hein. C'était pas cher. Hein. Et puis, il y avait le samedi soir et le dimanche après-midi. Hein. Et à la fête, on avait 2 films qui se suivaient. Le samedi soir. Hein. Primodique. Et puis, on entendait bien c'était vraiment pas sonorisé, hein. On entendait bien le bruit des bobines qui tournaient, et puis de temps en temps ça tournait plus, ça veut dire qu'il y avait une casse. Quoi. Voilà, hein. Alors il y avait la fête annuelle aussi, hein, alors c'était le samedi, dimanche et lundi, le lundi était férié, hein, et puis il y avait le retour le dimanche d'après, hein, c'était à l'Espine et autour du monument. Hein. Alors il y avait les cri-cri, hein, cri-cri, alors qui c'est qui a... Alors on a des bons souvenirs des cri-cri, hein, hein. Qu'est-ce que c'est, cri-cri? Tu sais pas ce que c'est? Qui peut expliquer à notre ami? C'est des chaises avec des chaînes, tu es accroché à un plafond, et ça tourne à toute vitesse. C'était bon. Alors il y avait un bordel. Alors tu essayes d'attraper ta voisine qui est devant, et enfin il y a tout un tas de jeux comme ça. Oui. Il y avait les balançoires, la petite et la grande. Hein. Il y avait les manèges. Il y avait le Mont Blanc, c'était près de les autotamponneuses qui au début étaient près du monument et après elles sont venues là. Hein. Et puis donc à l'époque, eh bien, il y avait les balles montées, il y avait les fêtes, hein, le lundi. Alors le lundi de la fête, c'était la danse du coq et la danse du tapis. Hein. Et puis après, c'était les pommes de terre. Hein. C'était le jour qu'on commençait à arracher les pommes de terre. Et puis il y avait des autres balles dans l'année, les associations, dans la pêche, les pompiers, etc.
Alors, il y a eu des balles qui sont faites, je vais vous parler après, chez Huc, là-bas, la salle Huc, derrière chez Amar, ça n'existe plus. Et puis, un des premiers balles montés qu'il y a eu, c'était à la place de la pharmacie actuelle. Là. Il y avait un bal qui était, des balles montées, là, oui. Oui. Comment? Le bal des ponts. Oui, le bal des ponts, oui. Oui, oui. Hein? Alors, j'ai noté quand même quelques trucs. Hein. La place... Il y avait la fête de la gare, oui, j'allais y venir. La fête de la gare, qui se passait bien, finalement, entre Docelles et Schneeménil. Si, ça se passait bien. On buvait un coup ensemble. Bon, il y avait des fois... Vous aviez du... Ah, il y a eu des fois ça aussi, oui. Hein. Mais la fête de la gare, c'est fini aussi. Hein. Ah, oui. Il y avait la place de l'Espine, donc j'allais noter, parce que les Marronniers, c'était une belle place. Hein. Vous voyez, il y avait la fête et tout. Hein. Il y avait les gens du voyage qui s'arrêtaient là. Hein. Alors, on ne les appelait pas les gens du voyage à l'époque. Hein. C'était les camps volants, c'était les Romano. Bon. Ouais. On a même vu des... Comment? On a même vu des chariots tirés par les chevaux encore à l'époque. Hein. Ouais. Et puis après, il est venu les grandes voitures. Quoi, Alors, moi, je l'ai noté, mais j'ai besoin de votre souvenir. On a bien eu un moment une, entre guillemets, reine d'une tribu qui est décédée à Docelles. Il y a une reine des Gitans qui est morte à Docelles, oui. Oui. Oui, oui. On est bien d'accord. Hein. Ah oui, ça c'est sûr. Oui. Et puis on a eu le décès. Je n'ai pas eu de manifestation particulière. Je sais que c'était, je vois encore le fils. Oui, oui. Oui. Et puis on a eu le décès d'un chameau aussi. Hein. Il y a eu des problèmes pour l'équarrissage. Ah oui, peut-être. Oui. Bon, il y a eu les kermesses pour l'eau, hein, notamment la grande kermesse quand on a fait pour l'eau, hein, c'était intéressant, kermesse des écoles, etc. J'ai noté la salle Huc, hein, où il y avait des cinémas, des balles, mais ça a été déconstruite après l'accident qu'il y a eu quand il est tombé, et puis que c'était... Non, ça ne servait à rien. Comment? Ça ne servait à rien de démolir. Oui, mais enfin, ils l'ont démoli, quoi. Hein. Oui, ben oui. Mais enfin, bon, et voilà. Hein. Et puis, l'hiver, on avait les défilés du 13 juillet, le soir, avec les lampions. C'était sympa, ça. Le concours de pêche du 14 juillet. Hein, c'était un monde extraordinaire. J'ai noté la luge. Alors, pourquoi la luge? Ben, c'est parce que là, il y avait encore beaucoup de neige à l'époque. Et il y avait ceux qui allaient luger au saut de la mort. Et nous qui allions luger de l'autre côté depuis les têtes, là-haut. Et depuis les têtes, on arrivait jusqu'au passage à niveau. Hein, mais c'était toute génération confondue. C'est ça qui est formidable. Je vois encore Thérèse Collin rater de peu la fontaine en bas de chez nous, là, et puis se péter l'arbre qu'il y avait en face. Hein. Hein. Non, mais il y avait tout le monde. Il y avait... Comment? C'est incroyable, hein, parce qu'on n'imaginerait plus ça maintenant. Ah non, mais c'est pour ça que je voulais le rappeler, parce que on était heureux, hein, c'était... Hein. Ténet s'est cassé la jambe, oui. Oui, oui. Oui, dans les années 50. Alors tu me dis, je ne me rappelle plus très bien quand même. Hein. Je connais un joli village entouré de belles forêts. Ses prés fleuris, ses pâturages, ses clairs ruisseaux me rendent gai. Au refrain, c'est toi mon Docelles que j'aime, mon cœur est à toi pour toujours. Pour toi je chante ce poème, Docelles à toi mon amour, Docelles à toi mon amour. Au milieu de ce paysage se dresse un noble et fier clocher. Les gens y sont tous à l'ouvrage, leur orgueil est le beau papier. C'est toi mon Docelles que j'aime, mon cœur est à toi pour toujours. Pour toi je chante ce poème, Docelles à toi mon amour, Docelles à toi mon amour. Les amoureux dans les bocages se chuchotent en mots flûtés.
C'est l'endroit des bons mariages, d'où naissent les mignons bébés. C'est toi, mon Docelle, que j'aime, mon cœur est à toi pour toujours. Pour toi je chante ce poème, Docelle à toi mon amour, Docelle à toi mon amour. Pourquoi donc partir en voyage, quand toutes les bontés sont prêtes? Docelle charme à tous les âges, c'est pour cela que je m'y plais. C'est toi, mon Docelle, que j'aime, mon cœur est à toi pour toujours. Pour toi je chante ce poème, Docelle à toi mon amour, Docelle à toi mon amour. Merci.